L'objectif de ce cours est de mettre en lumière un document phare de l'histoire de la ville bilingue de Fribourg, que les sources nomment Fribourg en Uitonie, en français, et Freiburg in Üechtland en allemand, expression qui désigne la région Aar-Sarine, dans le but de différencier Fribourg en Suisse de Freiburg im Breisgau, situé en Allemagne. Ce fameux document est intéressant tant par sa forme que par son contenu. Tout au long du Moyen-Âge, il a été particulièrement choyé, faisant l'objet de copies, de traductions, mais aussi de multiples confirmations, obtenues par les plus grands souverains de l'Occident médiéval. En outre, les moyens de conservation mis en œuvre pour assurer aux archives dès le XVIe siècle sa préservation matérielle révèlent l'importance juridique, politique, mais aussi symbolique de ce document clé de l'histoire fribourgeoise. Ce document, c'est une charte de liberté et franchise que l'historiographie nomme la Handfeste de 1249. À l'origine, le terme Handfeste, en allemand, désigne une charte qui contient des droits et qui est remise à son bénéficiaire, dans le but de les garantir. La rédaction d'un tel document est donc motivée par la volonté de conserver la trace d'une action juridique et de pouvoir l'utiliser comme preuve, que ce soit pour des années ou pour des siècles. Pour cette raison, le document doit contenir des moyens de validation pour garantir sa portée juridique. On parle alors de manufirmatio, c'est-à-dire un acte validé soit par attouchement et ou par la position d'une signature ou d'un sceau. Avec le temps, le terme Handfeste va surtout désigner à partir du XIIe siècle les chartes qui contiennent les droits octroyés par un seigneur aux habitants d'une ville, qu'il a fondée ou dont il est suzerain, donnant à ce type d'acte une valeur constitutionnelle. La Handfeste de Fribourg, de façon plus spécifique, se présente sous les traits d'une confirmation rédigée en latin, donnée par les deux comtes de Kyburg, Hartmann l'Ancien et Hartmann le Jeune, l'oncle et le neveu, par ailleurs validés par la position de leur sceau, des droits que Berthold IV de Zeringen aurait accordés aux habitants de la ville qu'il venait de fonder en 1157. Dans le cas de la Handfeste, il s'agit davantage d'une collection de préceptes juridiques enregistrés progressivement depuis la fondation de la ville et qui ont fait l'objet de cette mise par écrit en 1249. La rédaction de cette charte se fait alors à une période d'instabilité politique au niveau régional. L'empereur Frédéric II de Hohenstaufen est déposé par le pape Innocent IV en 1245, alors que la maison de Savoie prend possession du pays de Vaud voisin. En outre, la dynastie régnante, les Kyburg, qui ont remplacé les Zeringen en 1218, rencontrent des difficultés et ne parviennent pas à étendre leur influence, si bien que le partage de leur patrimoine devient imminent. Ce contexte d'insécurité a pu activer le besoin de fixer par écrit les privilèges concédés par le fondateur de la ville. En 1157, au moment de cette fondation, et en vertu d'un traité passé avec l'empereur Frédéric Ier de Hohenstaufen, dit Barberousse, Berthold ne possède plus le rectorat de Bourgogne, puisqu'il restitue la Bourgogne cisjurane à l'empereur, tout en conservant la Bourgogne transjurane. Et en contrepartie, Berthold reçut l'avouerie impériale et l'investiture des droits régaliens des évêchés de Lausanne, de Genève et de Sion. Suite à ce remaniement territorial, il s'agissait pour lui d'affermir la puissance ducale dans la région Aar-Sarine, de surcroît en un lieu qui était facile à fortifier et idéalement situé sur un axe de communication, ce qui était le cas de l'emplacement choisi pour fonder sa nouvelle ville. Fribourg fait ainsi partie des nombreuses villes qui ont été fondées au XIIe et XIIIe siècle et qu'on qualifie de villes neuves. La fondation de ces villes s'explique par la politique territoriale de maisons nobles qui cherchaient à renforcer leur pouvoir. Et pour augmenter l'attrait de ces villes, leurs fondateurs octroyaient d'emblée des franchises, un privilège, qui se retrouve dans l'étymologie de certains noms de villes, comme précisément Fribourg, Freiburg, qui désigne une ville bénéficiant de liberté et franchise. Au niveau régional, ce sont donc les Zeringen qui ont lancé cette politique d'expansion par la fondation de villes et l'octroi de privilèges, en reprenant chaque fois les franchises de Fribourg en Breisgau, établies en 1120, qui ont ensuite servi de modèle pour d'autres dynasties, les Kyburg, les Habsbourg, les Savoie. Éventuellement modifié, le droit d'une ville pouvait en effet être donné à une autre,
ce qui explique l'existence de familles de franchises aux filiations compliquées. La plus vaste, répandue surtout en Suisse occidentale, est celle des deux Fribourg, en Brisgau, en Urtland, la Handfeste de 1249 ayant par exemple directement servi de modèle aux droits urbains de Thun, de Berthoud, Morat, Serlier, Nidau, Arberg, Arc-en-Ciel et Buren. Le droit urbain médiéval comporte 4 éléments. Maintien de la paix, liberté des personnes, droit spécifique, institution municipale. La paix urbaine était jurée par les bourgeois qui s'engageaient à la maintenir sur le territoire de la ville en protégeant les personnes et les biens. Pour ce faire, le droit urbain comprend des dispositions sur les tribunaux et le droit criminel. La liberté des personnes, c'est ce qui permet d'affranchir un serf qui a passé 1 an et 1 jour en ville, son seigneur ne pouvant plus le réclamer. Les droits spécifiques, adaptés aux besoins locaux, consistent en des normes de droit civil, droit des obligations, modalités d'exécution, droit matrimonial, règles relatives au commerce, au transport et au marché. Les institutions municipales, enfin, reflètent la structure communale de la ville médiévale. Les bourgeois faisaient alors serment de les respecter. Les droits municipaux, ou les libertés et franchises, c'est donc à la fois une constitution, un code de droit privé avec du droit civil, un code pénal et un code de procédure. En d'autres termes, il s'agit de mettre par écrit une coutume, débouchant sur un recueil, une charte, assez hétéroclite et même lacunaire sur certains points, d'où l'expression de collection de préceptes juridiques que j'ai mentionné tout à l'heure. Dans le cas de la Handfeste fribourgeoise, le droit urbain a été établi non pas par celui qui a octroyé les franchises, mais par celui qui les a reçues. C'est en effet la chancellerie de Fribourg elle-même qui l'a rédigée, puis elle a été validée par l'apposition des sceaux des comtes de Kyburg. Il n'en demeure pas moins qu'on peut raisonnablement penser que certains droits ont été ajoutés aux droits originellement donnés par Berthold IV. C'est probablement le cas, par exemple, du premier article de la Handfeste, qui autorise les fribourgeois à élire leur curé, leur avoyer, qui est le chef du gouvernement, et leur péager, en toute liberté, sans demander son avis au seigneur, c'est-à-dire le duc d'Autriche, ni même la moindre confirmation de leur choix. Et si longtemps que l'avoyer et le péager leur plairont, ils les doivent avoir. Si en revanche ils leur déplaisent, librement, ils peuvent les destituer et en élire d'autres. Il est douteux qu'une telle liberté fût octroyée par Berthold IV de Zähringen au XIIe siècle. Il est fort probable que les fribourgeois aient ainsi adapté certains droits à leur profit. Il faut donc bien avoir en tête que cette charte est une mise au net plus tardive de droits reçus qui ont évolué, certains ayant été probablement ajoutés, supprimés, voire usurpés. Un signe intéressant, tout à fait concret, qui révèle bien cette postériorité de la mise par écrit est l'évocation dans l'exposé de Fribourg in Burgundia, alors que Berthold est dit Rector Burgundiae Jura. Il semble que la chancellerie fribourgeoise en 1249 n'était pas tout à fait au clair avec la situation politique en vigueur au moment de la fondation de leur ville. Les fribourgeois commettent alors un anachronisme et attribuent encore le rectorat de Bourgogne à Berthold, alors qu'il l'a perdu, nous l'avons dit, durant la seconde moitié de l'année 1156, soit avant la fondation de Fribourg. Cela tend aussi à démontrer que les fribourgeois ont rédigé un texte à partir d'une tradition orale, sans avoir sous les yeux un éventuel modèle écrit, à savoir une charte qui aurait été donnée par Berthold lui-même en 1157. Car si tel avait été le cas, une telle erreur n'aurait sans doute pas été commise. Berthold ne se serait pas qualifié lui-même de recteur de Bourgogne alors qu'il ne l'était plus. Avec le temps, le droit évolue. Il s'agit de répondre à de nouveaux impératifs et on peut se poser la question du statut qu'a eu la Handfeste dans le droit fribourgeois. Formulé autrement, combien de temps ce texte est-il resté en vigueur? Il n'existe pas dans les archives un document qui déclare expressément la caducité de la Handfeste ou son abrogation. En revanche, dès le milieu du XIVe siècle, on voit apparaître un droit complémentaire, voire nouveau. On a clairement une nouvelle façon d'envisager le droit et sa façon de le consigner. Ainsi, petit à petit, les différents types de droits
privé et public et leurs différents niveaux, lois, ordonnances, procédures, règlements d'application, etc., sont séparés. Le melting pot qu'est la Handfeste ne suffit plus aux besoins qu'impose la judiciarisation de la société. Dès 1363, on commence à inscrire dans un registre en papier différentes ordonnances qui concernent la vie de tous les jours et le règlement des conflits quotidiens qui peuvent surgir. On trouve par exemple des ordonnances relatives à la police du marché, comme l'amende prévue contre le boulanger qui vendrait un pain trop petit par rapport à l'étalon de base, ou l'interdiction faite aux enfants de faire de la luge dans les rues de Fribourg. Toutes ces ordonnances sont inscrites dans ce livre, et aussitôt qu'un élément change, comme le montant de l'amende à payer, on inscrit cette nouvelle ordonnance qui de fait abroge la plus ancienne disposition. L'interdiction de luger est ainsi répétée 3 fois durant la centaine d'années que recouvre cette collection de lois, dont le premier registre va jusqu'en 1466. En parallèle, en 1347, on rédige la première constitution fribourgeoise. Celle-ci évoque les obligations et devoirs des autorités et des fonctionnaires et règle toute la procédure des élections qui ont lieu à la Saint-Jean le 24 juin. Il s'agit d'un texte fondamental pour les droits souverains de la ville, dont plusieurs moutures seront édictées avant la fixation d'une version définitive en 1404 nommée Lettre des bannerets, en raison du rôle que sont amenés à jouer ces officiers, et qui va demeurer en vigueur de façon presque inchangée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le fait de pouvoir élire librement les autorités de la ville, on s'en souvient, est un droit qui remonte à la Handfeste. Si la première constitution fribourgeoise ne fait pas de mention explicite à ce texte fondateur, on ne tarde pas à le trouver dans les moutures suivantes. C'est le cas de la version de 1387, qui suit la guerre qui a opposé Fribourg à Berne, mais qui n'est jamais entrée en vigueur précisément parce que la paix est revenue entre-temps. Ce texte est toutefois intéressant car il introduit un élément nouveau qui est ensuite repris dans toutes les futures versions des constitutions. Il s'agit de la mention explicite à Nostre Charte, c'est-à-dire la Handfeste de 1249. C'est la mouture suivante, de 1389, où l'on évoque la Carte Villae Nostrae, qui est adoptée et remplace la version précédente qui date de 1370, puisque celle de 1387 a été abandonnée. La guerre apparaît ici comme un élément déterminant dans le développement d'une conscience de soi et de l'importance du patrimoine normatif, juridique, constitutionnel. Le rappel à la Handfeste comme texte fondateur est brandi comme la base solide et la garantie des fondements de la communauté et de la ville de Fribourg en tant qu'entité souveraine. Et puis, sans surprise, la mouture finale, la lettre des bannerets, reprend cette mention pour préciser qu'on ne doit pas porter préjudice à la charte de la ville. Aussi, nous ne voulons pas, tel présent statut et ordonnance, puisse, ou d'ai-je, porter préjudice ou dommage à notre charte et franchise de notre ville, s'agissant bien entendu de la Handfeste de 1249. Revenons au texte de base. Assez tôt, la Handfeste a fait l'objet de copies par la chancellerie de Fribourg. La plus ancienne est un vidimus, c'est-à-dire une copie officielle établie par un notaire juré, qui date de 1288, qui suit fidèlement la mise en page de l'original de 1249 sur 3 pages de parchemin. Elle suit à une dizaine d'années près la vente de Fribourg par les Kibourg aux Habsbourg, qui deviennent seigneurs de Fribourg en 1277. Le développement de l'administration s'accompagne de la tenue de registres en papier consacrés à l'enregistrement ou la copie des actes politiques et juridiques les plus importants. Une deuxième copie est ainsi réalisée en 1350 directement dans un registre d'une 50aine de pages dédié spécifiquement à la copie, ou Abschrift en allemand, d'actes destinés à être conservés perpétuellement. La même démarche est entreprise un siècle plus tard. La Handfeste est copiée dans un recueil de droit, un Rechtskodex en allemand, de 144 pages. Il s'agit cette fois d'un volume fait de pages en parchemin, recouvert d'une couverture en cuir, et qui débute avec la Handfeste. L'écriture est très soignée, et chaque item ou paragraphe débute avec une couleur en alternance entre le rouge et le bleu. La raison et le contexte d'élaboration de ce recueil répond à un besoin spécifique qui mérite quelque attention.
Au milieu du XVe siècle, Fribourg est confronté à une grave crise politique et financière à la suite de 2 défaites militaires, contre Berne d'un côté et contre la Savoie de l'autre. Fribourg appelle à l'aide son seigneur, le duc Albert VI d'Autriche, qui voit là l'occasion de remettre la main sur la ville qui s'était quelque peu émancipée. Albert arrive à Fribourg en 1449 et donne l'ordre à ses conseillers de fouiller les archives de la ville. Il existe aujourd'hui encore à Innsbruck un inventaire de tous les parchemins que les fonctionnaires autrichiens ont retrouvés à Fribourg. Et c'est d'ailleurs principalement la Handfeste et les autres privilèges et libertés, les Freiheiten, qui ont le plus intéressé les conseillers du duc. La raison est simple. En 1415, les confédérés ont vaincu les Habsbourg et ont pris possession de leur château de Baden. Or, c'est là qu'étaient conservées les archives habsbourgeoises qui concernaient leur possession sur le territoire suisse. Les documents qui se trouvent à Fribourg leur permettent ainsi de combler une lacune documentaire. Les Autrichiens repartent donc de Fribourg avec les archives qui les intéressent. Dès lors, Fribourg constate qu'elle n'est rien de plus qu'une simple ville habsbourgeoise et se sent grugée dans cet appel au duc qui était à la base un appel à l'aide. Cette mésaventure archivistique est vécue comme une humiliation qui facilitera le passage de Fribourg sous souveraineté savoyarde réalisé en 1452. Et c'est dans cette optique que ce fameux Rechtskodex a été réalisé. Lavoyer et Conseil de Fribourg ont en effet chargé les chanceliers de réunir tous les parchemins importants, dont la Handfeste, avec toutes ses confirmations, et de les enregistrer dans un livre. Ce mandat était fondé sur le fait qu'il est nécessaire et décent de faire usage de ces franchises et de leurs confirmations, mais qu'il est dangereux et difficile de les sortir des lieux fermés et sûrs où ils sont conservés, par peur de perte, vol ou autre accident. Ceci révèle qu'au XVe siècle, on est parfaitement conscient de la signification historique des événements en cours et qu'au moment de se soumettre à la Savoie et de se débarrasser des Habsbourg, il était impératif de pouvoir garantir le respect des droits et libertés acquises. Il était fréquent au Moyen-Âge qu'une ville fasse confirmer ses franchises, soit après le changement d'un souverain au niveau individuel, ou après le changement d'un suzerain au niveau de la dynastie régnante, ou simplement parce qu'un prince ou un roi était de passage pour une question de prestige. Les archives fribourgeoises conservent un certain nombre de chartes de confirmation. La première est due au couple Anne de Kibourg et Eberhard de Habsbourg, qui promettent en 1276 à leurs chers bourgeois de Friburgum in Hotellandia de maintenir et défendre tous les droits, bonnes coutumes et possessions tels qu'ils ont été inscrits et validés par l'apposition des sceaux des comtes Hartmann l'Ancien et Hartmann le Jeune. L'année suivante, Anne et Eberhard vendent Fribourg aux Habsbourg et 12 ans plus tard, Albert et Rodolphe de Habsbourg, puis le lendemain leur père Rodolphe, empereur, confirment à leur tour les anciens privilèges des Fribourgeois donnés par les comtes Hartmann et confirmés par Anne et Eberhard, à l'exception toutefois du droit d'élire l'avoyer et le curé, qui doivent désormais être confirmés par eux. Cette décision tend à souligner l'étrangeté des dispositions contenues dans l'article 1er de la Handfeste, probablement en partie usurpées par les Fribourgeois lorsqu'ils rédigèrent leur propre charte en 1249. Ce droit d'élection de l'avoyer et du curé sera toutefois restitué aux Fribourgeois en 1308 par les fils d'Albert Ier qui ont hérité de Fribourg après l'assassinat de leur père, probablement dans le but de renforcer le rapport de confiance envers les Fribourgeois et pour légitimer leur position dans un climat relativement tendu. En 1363, c'est au tour du duc Rodolphe IV de Habsbourg de confirmer les droits et libertés des Fribourgeois. Un document remarquable qu'on utilise souvent dans les cours de paléographie car il est rédigé d'une très belle écriture de chancellerie et qu'il est muni d'un magnifique sceau équestre en cire, teint en rouge, de 13 cm de diamètre, représentant le duc Rodolphe chevauchant. Et puis il est aussi tout à fait remarquable d'un point de vue du contenu, puisqu'il mentionne expressément les privilèges jadis concédés par Berthold IV de Thüringen, faisant cette fois le lien non pas avec la charte scellée par les Kibourg, mais avec le fondateur de la ville, le duc Berthold. Et puis on y voit aussi la souscription personnelle du duc, en guise de moyen de validation de l'acte, au même titre que le sceau,
en langue allemande. Nous, prédit duc Rodolphe, confirmons la présente lettre par la signature de notre propre main. En 1365, c'est Charles IV de Habsbourg qui confirme les droits et libertés des Fribourgeois, mais il ne le fait pas en tant que seigneur de la ville, mais en tant qu'empereur. Et pour ce faire, il reprend mot à mot l'acte délivré par Rodolphe Ier de Habsbourg en 1389 pour confirmer la confirmation de ses fils. En 1414, Sigismond de la maison de Luxembourg, et par ailleurs roi de Hongrie, s'est rendu en Italie dans le but de mener des négociations pour mettre fin au schisme de l'Église et convoquer un concile à Constance. Sur le chemin du retour, il passe par Fribourg, qu'il gratifie d'une courte visite et en profite pour délivrer une confirmation des droits et libertés des Fribourgeois, passant alors par-dessus la tête du suzerain habsbourgeois, tout en reprenant les termes exacts du diplôme délivré par l'empereur Charles IV en 1365. Cela signifie que les conseillers du roi ont consulté les archives fribourgeoises pour recopier mot à mot l'acte délivré autrefois par l'empereur habsbourgeois, trahissant par là le projet politique de Sigismond qui est de monter sur le trône impérial. Et ce sera chose faite en 1433, puisqu'il est sacré empereur du Saint-Empire. Cette même année, il passe à nouveau à Fribourg et ne manque pas de délivrer une nouvelle confirmation des libertés et franchises, cette fois-ci toutefois, sans recopier le texte de l'ancien empereur. Il s'agit donc d'une nouvelle mouture qui par ailleurs est accompagnée d'un magnifique sceau en or, une bulle d'or d'un diamètre de 6,3 cm. Et puis on peut encore mentionner la lettre patente délivrée par le pape Martin V, fraîchement élu au concile de Constance, qui met fin au grand schisme d'Occident, que je viens brièvement d'évoquer. Martin V se rend alors à Rome, il passe par Fribourg en 1418, où il est reçu en grande liesse, et à la demande des Fribourgeois, il leur délivre une confirmation de leur liberté et franchise. Les archives ne conservent plus d'actes de confirmation au-delà de la première moitié du XVe siècle. À cette période, l'atmosphère est très tendue à Fribourg, qui traverse une crise sociopolitique. L'appel à l'aide au duc d'Autriche n'a pas porté ses fruits, nous l'avons dit plus tôt, et Fribourg, se sentant trahi par les Habsbourg, se soumettent volontairement à la maison de Savoie, envers laquelle ils sont d'ailleurs endettés depuis leur récente défaite militaire qui les a opposés aux Savoyards en 1447-1448. Ainsi, le 10 juin 1452, l'Avoyer, les conseils et la communauté de Fribourg font acte de soumission en prêtant serment au duc Louis Ier de Savoie, ces libertés et franchises étant toutefois réservées. Il s'agit donc bien d'une soumission, mais les Fribourgeois ont bien pris soin de garantir eux-mêmes, dans cet acte, le respect de leurs droits. Ce qui rappelle un peu la façon de procéder lorsque les Fribourgeois avaient rédigé eux-mêmes leurs droits et libertés en 1249. En parallèle des copies et confirmations concédées tout au long du bas Moyen-Âge, la Handfeste a aussi fait l'objet de traductions. Mais il faut attendre le début du XVe siècle pour que le texte latin soit traduit en langue vulgaire. Plus d'un siècle et demi s'est donc déroulé depuis la rédaction de 1249. Entre-temps, bien sûr, la pratique du droit urbain s'est fortement développée et d'autres textes de loi, on l'a vu, sont entrés en vigueur. Ces traductions montrent qu'on considère toujours la Handfeste comme le texte constitutionnel de base, ce que montrent aussi les nombreuses confirmations réalisées par les seigneurs, empereurs et papes, de même que la référence explicite à la Carta Villae, présente dans les constitutions promulguées dès la fin du XIVe siècle. La plus ancienne traduction en français, en langue romane, de la Handfeste, date de 1406, comme l'indique le colophon inscrit à la fin du registre. Le scribe a pour nom Follo, qui plein d'amour a écrit tout ça, pour sa peine qu'on lui paye impôt, l'an du Seigneur 1406, le 10 de mai. Cette traduction est présente dans un manuscrit de 29 par 21 cm en papier. Elle est rédigée d'une calligraphie soignée, une gothique bâtarde, aux lettres arrondies et harmonieuses, avec une mise en évidence de chaque article par l'utilisation d'un module d'écriture plus grand et rédigé en rouge. Le document n'est pas daté, mais remonte probablement à la première moitié du XVe siècle. La traduction allemande, en Früh Neu Hochdeutsch, présentée ici, n'est pas datée non plus, mais elle a été réalisée à la même période. Il s'agit d'un manuscrit un peu plus grand, 32 par 21 cm, et de facture nettement plus élégante et prestigieuse.
Les pages sont faites de parchemin, l'écriture est une écriture livresque, une gothique, textura. Et chaque début d'article ou de paragraphe, au niveau de sa lettre initiale, alterne le rouge et le bleu. Et puis on trouve en rouge un très bref résumé du contenu de l'article. Ici par exemple, Umbe fout les fiches au sujet du poisson pourri, le texte précisant que le marchand qui vend du poisson pourri au marché doit s'acquitter d'une amende et se voit interdire cette activité marchande pendant 40 jours. La Handfeste, à l'automne du Moyen-Âge, même si elle ne contient plus vraiment de loi en vigueur, fait l'objet d'une attention soutenue, qui transparaît fort bien avec cette autre traduction réalisée en 1410. Elle se trouve à la fin d'un grand volume de 166 folios de 51 par 36 cm, assorti d'une belle reliure faite de 2 planches de bois recouvertes de cuir rouge, décorées avec des motifs en laiton et munies de 2 fermoirs. Ce manuscrit contient une copie du miroir de Souabe, Schwabenspiegel, qui a donné son nom à l'ensemble du registre, s'agissant du droit en vigueur en Allemagne du Sud et dans l'actuelle Suisse alémanique, qui est utilisé à Fribourg à titre supplétif. À la suite sont ajoutés les livres des rois et des Maccabées, et puis, tout à la fin, se trouve une version en allemand de la Handfeste. Le texte, rédigé en gothique livresque, est présenté sur 2 colonnes, avec alternance du rouge et du bleu pour marquer un changement de paragraphe, et est richement décoré de motifs floraux dans les marges. Sur cette première page, on peut encore admirer une miniature qui représente l'Avoyer de Fribourg, agenouillé devant le duc d'Autriche, l'Avoyer portant l'étendard fribourgeois qui, pour la première fois dans l'histoire, arbore ses couleurs actuelles, blanc et noir. Et puis au bas de la page figure un dragon. La réalité politique et juridique rejoint la fiction. La légende du dragon qui réside dans la vallée du Gotteron est ainsi tout autant constitutive de l'identité fribourgeoise que le rappel au suzerain autrichien, que le drapeau noir et blanc, ou que le texte garantissant les libertés de la ville. Le soin hors norme apporté à cette traduction, réalisée au couvent des Cordeliers de Fribourg, trahit la haute charge symbolique qui lui est attribuée. Un autre signe qui permet d'évaluer l'importance attribuée à la Handfeste, outre le fait de la recopier, de la traduire, de s'y référer, c'est le soin qu'on y a apporté pour assurer sa conservation matérielle. À Fribourg, cette préoccupation de la sauvegarde matérielle des documents est précoce par rapport au paysage archivistique européen. En l'occurrence, c'est le chancelier Guillaume Techtermann qui incarne cette modernité. Durant son mandat de chancelier, le chancelier étant aussi responsable des archives, il prend un certain nombre de mesures archivistiques qui sont très bien documentées dans la comptabilité de la ville. Il ordonne la fabrication de nouvelles étagères et de bahuts dans le but d'y entreposer les archives. Il fait recopier les documents les plus importants et rédige des répertoires et des inventaires d'archives. Il instaure un atelier de reliure à la chancellerie dans le but de relier les registres importants. Enfin, en 1586, il commande la fabrication de bourses en cuir dans le but d'y entreposer les documents d'archives et afin de les protéger de la lumière, de la poussière et de l'appétit des rongeurs. Il confie également à un maître forgeron la tâche de fabriquer des capsules en laiton, un matériau inoxydable, pour protéger les seaux en cire. Ces boîtes sont faites sur mesure en fonction de la forme et des dimensions de chaque seau. Chose rarissime, ces objets ont été conservés. Une quinzaine de sacs sont encore présents aux archives de l'État de Fribourg, avec plusieurs dizaines de capsules. Une sacoche a bien entendu été fabriquée tout exprès pour y recevoir la Handfeste, qui était alors pliée et rangée à l'intérieur. Sur le sac, on peut voir la date de fabrication, 1586, mais aussi et surtout les armoiries des comtes de Kyburg, Hartmann l'Ancien et Hartmann le Jeune, ainsi que le titre, peu lisible, Handfeste et FR tout à droite, éventuellement pour Freiheit ou Freiburg. Et puis les capsules en laiton qui ont été fabriquées pour protéger les sceaux des Kyburg ont aussi été conservées avec leur forme typique de bouclier et la date de leur fabrication, 1586 également, qui est gravée sur le couvercle. Recopiées, confirmées, traduites, inventoriées,
La Handfeste est sans doute le document le plus important de l'histoire de la ville-État de Fribourg. C'est elle qu'on invoque pour légitimer les droits acquis, d'autant plus en période d'instabilité politique, comme en 1387 ou en 1451. La Handfeste est un acte authentique qui probablement ne relate pas avec exactitude les droits réellement concédés par Berthold IV de Zeringen, ce qui n'en fait pas un faux documentaire pour autant. Les Fribourgeois y ont ajouté des droits, peut-être en partie usurpés, comme le fait de nommer librement le curé et l'avoyer, mais aussi pour des raisons pratiques. Une charte de franchise est un melting pot de droits qui ne répond pas à tous les besoins d'une société qui se judiciarise. Le fait d'obtenir un maximum de confirmations émanant des plus grands personnages participe à renforcer le poids de cette charte et à rendre légitimes les droits ajoutés ou usurpés. Même si d'autres textes de loi ont vu le jour et ont progressivement remplacé la Handfeste, elle n'a jamais été dénoncée formellement, et c'est bien elle qu'on demande de confirmer, et non la première collection des lois ou la lettre des bannerets qui règle les modalités d'élection des autorités urbaines. La Handfeste demeure très présente tout au long du Moyen-Âge, puisqu'elle revêt une charge symbolique forte pour la souveraineté de Fribourg. Et cela est d'autant plus important pour une ville-État dont le but a été, durant toute la période médiévale, d'accéder à l'autonomie, qui sera chose faite au lendemain des guerres de Bourgogne, lorsque Fribourg sera libérée de la Savoie, qu'elle deviendra ville libre d'Empire, puis enfin, canton suisse à part entière en 1481.